thème du 22h ce soir en Grèce, c'est le cycle infernal. La grève générale dégénère et fait 3 morts, renforçant l'inquiétude des bourses mondiales qui chutent sur fond de crainte de contagion de la crise. Nous serons dans un instant en direct depuis Athènes. Et alors que la note du Portugal pourrait être dégradée, le débat du 22h porte sur les agences de notation, leur responsabilité, leur crédibilité. Notre invitée, la présidente de Standard & Poor's à Paris, Carole Sirou. Y aura-t-il abandon en France de la réforme de la procédure pénale? En tous les cas, devant les députés UMP réunis à l'Élysée, Nicolas Sarkozy n'a pas cité cette réforme dans ses priorités. La réaction ce soir de notre invitée, la magistrate et conseillère régionale Europe Écologie, Laurence Wiśniewski. J-1 avant les élections législatives britanniques, les candidats jouent leur va-tout, analyse dans ce journal. Mais tout de suite, on ouvre ce journal par la situation en Grèce. Vous le savez, la grève générale a dégénéré, faisant 3 morts aujourd'hui. En réaction, le Premier ministre Georges Papandréou a condamné, dit-il, un brutal acte meurtrier. Nous sommes en ligne avec Angélique Kourounis, la correspondante de l'AFP en Grèce. Bonsoir. Bonsoir, je ne suis pas la correspondante de l'AFP, mais de Radio France. Parfait, Madame Kourounis de l'AFP, de Radio France. Alors, quelle est ce soir, et c'est le plus important, la situation sur place? Est-ce que le calme est revenu? Le calme est revenu, mais la tension s'est installée. Les rues d'Athènes qui traversent la ville sont toutes interdites à la circulation. On sent l'odeur des poubelles brûlées à peu près partout dans le centre. On sent également encore les gaz lacrymogènes à certains endroits. Et surtout, la police vraiment quadrille les endroits les plus susceptibles de s'embraser ce soir. C'est-à-dire le quartier des anarchistes Texas qui est complètement bouclé. Les rues qui sont juste à côté sont quadrillées. Et l'endroit où 3 personnes ont trouvé la mort, c'est-à-dire la banque Morphine, il y a 4 quarts de CRS qui bloquent le passage et personne n'a le droit d'entrer. Quel est le sentiment qui prime aujourd'hui, ce soir, au sein de la population? Je dirais qu'ils sont choqués parce que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé en Grèce. C'est une onde de choc. Des manifestations violentes, le pays en a connu. Des cocktails Molotov dans les manifestations, ça fait 20 ans que l'on voit ça. C'est la première fois qu'il y a autant de morts. Il n'y a pas eu d'intention meurtrière de la part des manifestants et des émeutiers. Ils pensaient que la banque était fermée. C'est une banque qui est symbole, pour eux, un symbole à abattre. Ils ont donc lancé ce cocktail Molotov. Ils ne savaient pas qu'il y avait des gens à l'intérieur. Ça n'excuse en rien ce qui s'est passé, mais ce n'était pas la volonté de tuer des gens qui a primé, c'était la volonté de détruire un symbole. Dernière question, Angélique Kourounis. Compte tenu des données que vous avez sur place, est-ce qu'il y a un risque qu'on s'oriente vers une insurrection civile en Grèce? Insurrection civile, non, peut-être pas. Mais on a certainement des troubles qui attendent la Grèce dans les jours qui viennent ou peut-être dans les mois qui viennent. C'est-à-dire, le plan d'austérité qui est appliqué est un plan absolument drastique, épouvantable, qui change la vie des Grecs. Les salaires sont divisés en 2, les congés payés disparaissent, la vie augmente de façon absolument incroyable, les retraites sont gelées, voire baissées, et on recule le temps de la retraite. C'est-à-dire qu'on augmente le temps de travail. Des gens qui devaient partir à la retraite l'année prochaine doivent travailler encore 7 à 8 ans, certains 15 ans. Donc c'est quelque chose qui est hallucinant. Enfin, j'ai rencontré des gens qui me disaient « mais je deviens fou, je vais devoir travailler encore 7 ans alors que j'ai déjà travaillé 35 ans ». Donc ce qui se passe, c'est que les Grecs commencent petit à petit à réaliser c'est quoi ces mesures. Et plus ils réalisent, plus ils sont en colère. Et en plus, il y a la récession qui guette, parce que quand les fonctionnaires, qui sont vraiment une grande partie de la population, ont 2 fois moins d'argent, ça veut dire qu'ils vont en dépenser 2 fois moins. Donc le secteur privé va être touché. Et à ce moment-là, on pourra avoir des troubles sociaux. Merci beaucoup, Angélique Kourounis. Vous étiez donc en direct depuis Athènes. Et ce soir, les marchés plient face au risque de contagion du cas grec à d'autres pays de la zone euro. Et l'hypothèse d'une dégradation de la note du Portugal par l'agence Moody's n'arrange rien. Tout cela, dans un instant, notre débat sur ces agences de notation dans l'œil du cyclone, dont la responsabilité est pointée du doigt. Mais d'abord, Aurélien Romano revient sur le risque de contagion de la crise grecque. Regardez. L'Espagne sera-t-elle le prochain pays sur la liste? Les rumeurs d'un abaissement de notation de la dette espagnole et celle d'un recours de 280 milliards d'euros au FMI déstabilisent le pays. Aujourd'hui encore, la bourse de Madrid baisse de 2,3%. Au-delà de la faiblesse boursière, les observateurs y voient la révélation d'une économie bien malade. Au fond, le modèle économique espagnol, qui était un modèle basé sur l'immobilier, basé sur la construction, basé sur l'endettement, est un modèle qui a clairement fait faillite
Et c'est aujourd'hui près d'un tiers de l'économie espagnole qui est durement touchée, qui a vraiment une interrogation fondamentale sur la capacité de l'Espagne à rebondir. Avec 20% de chômage et un endettement privé considérable, le pays est une proie facile. L'éclatement de la bulle immobilière l'a fortement affaibli. La crise financière a réduit les espoirs de retour rapide à la croissance. Mais à l'heure où beaucoup craignent un effet domino en Europe, en France, on temporise. La situation de l'Espagne n'est pas celle de la Grèce. La Grèce a une dette publique qui est de 115% du produit intérieur brut. La dette de l'Espagne, c'est 50-53%. Il n'y a rien de commun entre les deux. Pour l'Espagne, les choses sont différentes. L'Espagne a été confrontée à la crise mondiale, économique mondiale. L'endettement espagnol n'a rien à voir avec ce que nous connaissons en Grèce. Et l'économie espagnole, potentiellement, a des possibilités de se redresser qui vont être favorisées par les mesures courageuses prises par le gouvernement Zapatero. Le gouvernement espagnol affirme vouloir continuer dans son plan d'austérité. Le véritable test est le 15 mai, avec la visite des personnels du FMI en Espagne. C'est l'heure du débat. Les agences de notation, bouc émissaire idéal ou vrai coupable dans le déclenchement de cette crise? On en parle avec nos invités. Carole Sirou, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes la présidente de l'agence Standard & Poor's à Paris. Merci d'être là. Également avec notre chroniqueur Jean-Louis Gombon. On va commencer par vous, Jean-Louis, pour un panorama, à savoir, avant de parler du rôle de ces agences, quelles sont aujourd'hui les principales agences de notation financière? Il y en a trois, il y en a beaucoup d'ailleurs. Enfin, il y en a trois qui sont les plus connus, qui doivent avoir 3/4 du marché. Donc Standard & Poor's, dont Madame ici est un représentant, Moody's et Fitch, qui est une société américaine à capitaux français. Alors une agence de notation, qu'est-ce que ça fait? Comme son nom l'indique, ça donne des notes. Ça donne des notes qui sont censées mesurer la solidité financière, soit d'État, soit d'entreprises, soit même de produits financiers. Ça ressemble un peu au guide Michelin. Le guide Michelin attribue des étoiles ou des fourchettes en fonction de la qualité des tables qu'il visite, ou Robert Parker note les vins, surtout les grands crus de Bordeaux, entre 50 et 100, et ces gens-là vous disent, vous pouvez aller à cette table, elle est bonne, ou bien vous pouvez boire ce vin, il est d'excellente qualité. Alors Moody's, Standard & Poor's et Fitch, attribuent à peu près une vingtaine de notes, il y en a à peu près une vingtaine. Pour Standard & Poor's, vous allez du triple A, alors là c'est du béton, vous pouvez y aller, il y a aucun problème, puis après ça rétrograde, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière, et jusqu'à D, et D, c'est pratiquement quand vous êtes mort. Autrement dit, l'agence de notation est chargée d'évaluer la probabilité de remboursement d'un acteur économique en fonction d'analyse de ses capacités financières d'un côté, et de l'autre, c'est les perspectives économiques qui vont se présenter à lui. Alors, Carole Sirou, on va parler de ces agences, évidemment. On a posé, avec notre partenaire le Figaro.fr, la question aux internautes. Les agences de notation sont-elles crédibles? Alors, évidemment, ce sont les internautes qui ont répondu majoritairement non à 74%. D'abord, est-ce que ce résultat vous étonne aujourd'hui? Non, effectivement, parce que la notation est un outil finalement très technique, utilisé par les marchés financiers, et le grand public le connaît mal, et je crois que M. Gombon l'a très très bien décrit et finalement expliqué de manière assez simple, mais c'est avant tout un outil effectivement pour des investisseurs avisés qui eux comprennent bien ce que c'est les définitions et puis les risques attachés à telle ou telle note. Alors voilà pour l'aspect technique. Est-ce que les agences de notation, vous-même, est-ce que vous reconnaissez peut-être pas quelques erreurs, mais quelques maladresses aujourd'hui dans le déclenchement de cette crise grecque, ce qui peut peut-être aussi expliquer les résultats de ce sondage? Alors, je crois que sur la crise grecque, il est important de reprendre un petit peu l'historique et de manière générale sur un certain nombre de notes souveraines en Europe, et de se rendre compte que nous avons commencé à abaisser certaines notes, dont celle de la Grèce, dès 2004. Donc, si vous voulez, il y a depuis un certain nombre d'années des éléments que nous avons mis en avant, identifiant des risques, des faiblesses sur un certain nombre d'États. Quand les politiques s'étonnent, en fait, ils savent depuis longtemps que les notes sont dégradées. En tous les cas, venant de Standard & Poor's, il est clair que ça fait déjà plusieurs années que nous informons sur un certain nombre de faiblesses. Et or, effectivement, depuis quelques mois, il y a une plus grande fébrilité des marchés. Et notre opinion crée effectivement un certain nombre de réactions qui vont au-delà de l'outil lui-même. Mais souvent, on vous reproche de ne pas intégrer ces conséquences. Ce qui peut se passer du moins grave, comme quelques marchés qui sont fébriles, au peut-être plus grave. Est-ce que vous pourriez intégrer, prendre en compte ces
ces conséquences. Tout à fait. Et je crois que c'est effectivement un outil technique, mais nous essayons de regarder, au-delà d'un certain nombre de ratios et d'éléments financiers, un contexte. Et pour noter un souverain, il y a, je dirais, 3 critères principaux. L'analyse du tissu économique, le contexte institutionnel et politique, et puis les aspects budgétaires et financiers, l'endettement, etc. Et ces 3, je dirais, piliers sont intégrés. Et si vous lisez notre recherche, parce qu'au-delà des notes, nous publions énormément et nous expliquons en fait ce qui va derrière ces quelques lettres, nous avons identifié effectivement le risque, notamment social, et le risque de rupture qui pourrait apparaître en Grèce. Avant de laisser la parole à Jean-Louis, on a entendu beaucoup de politiques, notamment il y a Michel Barnier qui dit qu'il faut une agence de notation européenne. Il y a M. Jouyet qui a parlé d'une agence de notation internationale. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faudrait une agence qui chapeauterait toutes ces actions et qui serait peut-être indépendante? Si vous voulez, nous sommes très largement indépendants. Je crois que là-dessus, je pense que vous comprendrez aisément que pour nous, tout nouvel acteur est important et nous sommes favorables à la compétition de manière générale. Je crois que ce qui est important, c'est de poser cette question-là plutôt aux investisseurs. Et quelle serait la crédibilité et l'indépendance de cette nouvelle agence? C'est-à-dire pour des personnes qui seront probablement choisies par les États. Jean-Louis. Oui, alors vous donnez une information sous la forme d'une note. Alors après, on peut discuter de la qualité de cette information. Mais je reviens sur la question de Sonia juste à l'instant. Il faut aussi tenir compte des réactions. Comment, la semaine dernière quand même, vous dégradez d'un coup 3 pays. La Grèce, l'Espagne et le Portugal qui menacent d'être dégradés à nouveau. Pourquoi 3 d'un coup? C'est-à-dire que vous avez créé à travers, vous n'aviez pas besoin de le faire de manière aussi groupée, ça pouvait attendre une semaine quand même. Donc le faisant de façon groupée comme vous l'avez fait, vous avez semé d'une certaine façon, vous avez mis de l'huile sur le feu et vous avez quelque part enflammé un petit peu la zone euro. Nous comprenons l'incompréhension, voire l'émotion que peuvent susciter nos actions et notamment auprès du grand public, voire des politiques. Simplement, notre travail est avant tout un travail comparatif. Et donc, nous regardons en permanence l'ensemble des émetteurs, donc dans le secteur public ou dans d'autres domaines, et en fonction des informations dont nous disposons, de notre appréciation de la situation à long terme, je crois que là-dessus aussi, il est important de dire que le court terme est important, mais nous donnons une note à long terme. C'est-à-dire que nous disons... Jean-Louis, vous disiez pourquoi cet empressement ? Justement. Il n'y a pas eu d'empressement, si vous voulez. Nous estimons que nous avions des éléments qui faisaient que, à ce moment-là, la note ne reflète les notes, oui, enfin, la note individuelle de chacun de ces pays. Je crois que vous l'avez très bien dit, ou ça a été dit dans le reportage précédent. On ne peut pas comparer la note de la Grèce et la note de l'Espagne, par exemple. On parle de 2 situations fondamentalement différentes, mais pour autant, il nous a paru important d'informer le marché sur ces différents pays. Ce sont des choses que nous faisons régulièrement. Nous l'avons fait à plusieurs reprises l'année dernière, mais à l'époque, effectivement, l'impact était bien moindre parce que les marchés étaient beaucoup moins fébriles. Carole Sirou, c'est la dernière question. Est-ce qu'on peut s'attendre à de mauvaises nouvelles pour d'autres pays? Nous avons dans la zone euro une part non négligeable d'émetteurs qui sont en perspective négative. Pour autant, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas... Vous aviez pourtant dit que s'il y avait des manifestations en Grèce, vous n'hésiteriez pas à le dégrader à nouveau. C'est une possibilité aujourd'hui? Si vous voulez, là aussi, si vous ne laissez pas un élément particulier, nous avons effectivement mis les risques sociaux comme étant un risque complémentaire. Nous pensons au jour d'aujourd'hui que la note est au niveau où elle devrait être. Et donc vous intégrez les conséquences et les risques sociaux de la Grèce. C'est important ce que vous avez dit. Oui, c'est déjà intégré dans la note. Voilà, merci beaucoup Carole Sirou, merci d'être là. C'est bien de venir expliquer le rôle de ces agences. C'était pas évident d'avoir un représentant, donc on vous remercie d'être là ce soir. Merci beaucoup aussi Jean-Louis. Et on va poursuivre ce 22h. Voilà pour cette actualité grecque et européenne. La suite de ce journal. Que s'est-il? On va recevoir dans un instant notre invité politique, c'est Laurent Vichnievsky. Mais d'abord, que s'est-il passé dans le reste de l'actualité? Regardez, c'est en images avec Pierre Bonde-Joseph.
Pas sûr que tout le monde voit son retour du bon œil. Selon Libération, lors d'un dîner en février, Dominique Strauss-Kahn aurait affirmé que sa réflexion ne faisait que commencer sur une éventuelle candidature en 2012. 5 ouvrages, pas moins, vont sortir d'ici l'an prochain sur le directeur général du FMI. De quoi entretenir la flamme de ses supporters. Selon un baromètre de popularité publié aujourd'hui par BVA, il est le socialiste favori des Français. Rappelez que la candidature de Dominique Strauss-Kahn est naturelle, ce que dit Pierre Moscovici par ailleurs, et ce que dit aujourd'hui François Hollande en disant « si des candidats, je n'irai pas ». Ce qu'ils disent est naturel, c'est ramener un peu d'humilité, beaucoup d'autres, et faire en sorte qu'il n'y ait pas explosion de candidatures. L'idée de supprimer les triangulaires pour l'élection des futurs conseillers territoriaux aura fait long feu, soutenue par une partie des parlementaires de la majorité, à commencer par Jean-François Copé. L'idée a finalement été rejetée par Matignon. Les élections ne se gagnent pas avec un mode de scrutin, tranché le Premier ministre. Le gouvernement s'orienterait plus vers un relèvement du score minimum pour participer au second tour. Il passerait ainsi de 10% des inscrits contre 10% des votants aujourd'hui. Des vagues de 6 mètres au lendemain du coup de mer qui a frappé la Côte d'Azur, l'heure est au bilan. Dans les Alpes-Maritimes, les dégâts s'élèvent entre 3 et 8 millions d'euros. Une quinzaine de restaurants ont été en partie détruits sur la promenade des Anglais. Le nettoyage des plages a commencé. À Cannes, environ 150 hommes s'activent. Dans une semaine à peine, le festival commence. Florent Lemasson a bel et bien été tué par un tir de l'armée française. C'est le procureur de la République de Rennes chargé de l'enquête qui l'affirme aujourd'hui. Retenu en otage par des pirates somaliens avec sa famille, le skipper du Tanit a été abattu lors de l'assaut des militaires français censés le libérer. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Les bateliers de France en savent quelque chose. Depuis une semaine, ils font une grève et demandent la revalorisation de leurs prestations. Le mouvement, peu suivi dans les médias, est en train de faire tache d'huile. Ils ont annoncé aujourd'hui que les bassins de la Seine et de la Moselle seraient touchés. Avec le coût du fuel, des charges sociales, tout ça, nous n'avons plus du tout de bénéfices. Ça vaut plus le coup de travailler, autant est amarré. L'invitée du 22h ce soir, elle est magistrate et conseillère régionale Europe Écologie en région PACA. Laurence Wiśniewski, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, devant les députés UMP cet après-midi, Nicolas Sarkozy a affirmé qu'il n'était pas possible de faire toute la réforme de la procédure pénale, qu'il fallait prendre du temps. C'est une bonne chose. Je pense que notre président de la République a été sage. Maintenant, il a simplement annoncé qu'il n'y aurait sans doute pas le temps au regard du calendrier parlementaire pour examiner toute sa réforme. Donc nous ne savons pas s'il entend supprimer ou abandonner certaines dispositions de cette réforme. C'est pourquoi il m'est assez difficile de m'exprimer sur des propos qui n'ont pas été tenus. J'espère qu'il a entendu toutes les Parce que tout n'est pas à jeter dans cette réforme pour vous. Tout n'est pas à jeter dans cette réforme. Le point essentiel, vous le savez, c'est celui qui a fait le plus débat, c'est la suppression du juge d'instruction sans modification corrélative du statut du parquet, puisque supprimer le juge d'instruction, cela signifiait confier les enquêtes au procureur de la République, dont le statut en termes de nomination n'est pas considéré, n'est pas suffisamment indépendant. Je vais un peu vite, c'est un peu réducteur, mais c'est cela le point essentiel. Et s'il recule Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'il a cédé à votre corporation? Alors, on ne pourrait pas dire qu'il a cédé à une corporation en particulier parce que les critiques se sont élevées, même au sein de sa majorité. Il y a eu des critiques de toutes parts parce que c'est un système assez déséquilibré qui était proposé. Moi, je ne dis pas qu'il ne faille pas réfléchir, et je me suis déjà exprimée à ce sujet. C'est une décision sage. Donc, ça, c'est une décision sage, mais même réfléchir à une éventuelle modification de l'enquête. Pourquoi ne pas la confier au procureur? Il est aussi bon que le juge d'instruction, ou en tout cas, il n'y en a pas un qui soit meilleur que l'autre. Même formation, simplement, il faut donner des garanties. Il ne faut pas qu'il y ait le soupçon qu'il puisse recevoir des instructions et que les puissants soient traités d'une manière différente. Et aujourd'hui, il a aussi parlé de la lutte contre la violence à l'école, différentes mesures. Il y a les internats pour les élèves les plus difficiles, il y a la présence de policiers dans les lycées les plus durs, il y a les sanctions fermes pour des violences dans l'enceinte scolaire et un fichier sur les élèves décrocheurs. Est-ce que c'est avec un arsenal répressif qu'on va faire reculer la violence? Alors l'arsenal répressif, il est indispensable parce qu'une infraction a été commise, il faut répondre. Maintenant, à mon sens, ça n'est pas
la manière ou la bonne manière. Alors, c'est quoi l'alternative? Non, c'est pas l'alternative. Il faut l'arsenal répressif. Maintenant, je suis bien placée pour savoir que les violences à l'école, elles se produisent dans certaines écoles plus que dans d'autres, des écoles où se concentrent toutes les difficultés. Donc, en termes de pour ces parcours lycées les plus sociaux. durs, ce serait une bonne idée qu'il y ait une présence de policiers? Alors pour moi, mais ça c'est idéal peut-être, la meilleure réponse c'est la mixité. Et non pas concentrer toutes les difficultés au même endroit. Parce que là, il y aura toujours des frictions plus importantes. L'autorité sera toujours plus difficile à exercer, d'autant que souvent ce sont de jeunes professeurs qui sont affectés dans ces établissements. Et cela signifie qu'il faut réfléchir bien en amont. Je ne dis pas qu'il ne faille pas réprimer. Il n'y a pas de fatalité. Juste sur ce point, policier ou pas policier dans ces établissements vraiment réputés difficiles? Vous connaissez d'ailleurs ces situations, vous les avez probablement rencontrées. Est-ce que la présence de policiers pourrait tout simplement, avec l'aide des professeurs, faire reculer la violence? Si c'est une demande qui est une demande de tous les acteurs concernés, pourquoi pas? Moi, je dis toujours que si il y a eu une réflexion collective de l'ensemble des acteurs et que la réponse est oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? La police de proximité, c'est vrai, a eu de bons résultats. On y revient. D'ailleurs, on est revenu à cette police dans beaucoup de cas. Parce que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait du dialogue. En réalité, ce qui manque beaucoup, c'est du dialogue. Mais une fois encore, à mon sens, si l'on concentre toutes les difficultés au même endroit, on ne pourra pas avoir proposé de solutions qui soient satisfaisantes. Un mot sur Laroche Wisniewski, sur la Cour de justice de la République, on ne va pas parler du verdict qu'elle a rendu concernant M. Charles Pasqua, mais concernant cette Cour de justice, certains ont mis à mal sa crédibilité. Quel est votre sentiment? Ce qui fait débat, mais ça a toujours fait débat d'ailleurs, c'est l'instauration d'une juridiction spécifique pour juger les membres d'un gouvernement qui seraient renvoyés pour avoir commis des actes frauduleux à l'occasion de leur fonction. Alors évidemment, si ils sont jugés par une juridiction qui comprend une majorité de personnes, d'hommes ou de femmes qui les ont connus à l'occasion de ces fonctions au sein d'un gouvernement, c'est vrai que on peut se dire qu'ils auront plus de mal à être objectifs. Donc voilà, c'est à titre personnel. Maintenant, je m'exprime à titre personnel. Je pense que s'il faut prévoir des verrous, des modalités particulières s'agissant de l'instruction de ces affaires. En revanche, s'agissant du jugement de ces affaires, je pense que les juridictions de l'ordre judiciaire, les juridictions de droit commun sont tout à fait légitimes. Dernière question un peu plus politique. Est-ce que pour défendre vos idées, Laroche Wisniewski, il faut un candidat ou une candidate Europe Écologie en 2012? Eva Joly réfléchit. Est-ce que vous aussi, ça vous titille? Non, alors là, la question n'est absolument pas d'actualité, d'ailleurs, ni pour moi, ni pour Eva Joly. Je pense que... Ah bon, donc elle n'y réfléchit pas, d'accord. Je n'ai pas dit qu'elle n'y réfléchissait pas, et je ne dis pas que ce ne soit pas une éventualité, pourquoi pas une bonne idée même. Mais d'abord, nous sommes en 2010, alors je pense qu'à chaque jour suffit sa peine. Et ensuite, et dans tous les cas, ce sont les militants qui décideront. Comme d'habitude. Merci beaucoup, Laroche Wisniewski, d'avoir été notre invité ce soir. Et la dernière page de ce journal à présent, J-1 avant le résultat des élections législatives britanniques. Et le conservateur David Cameron semble bien parti. Il est favori des sondages ce soir, mais rien n'est encore gagné. Là encore, ce sont les électeurs qui auront le dernier mot. On en parle avec notre invité dans un instant. Mais d'abord, notre journaliste Sandra Cerquera a suivi un Anglais à Paris. Regardez. Il vit en France depuis 17 ans, mais Richard a toujours gardé un œil attentif sur l'outre-Manche. Ce qui l'a marqué dans la campagne des législatives, la place laissée à la politique spectacle avec le débat télévisé entre les trois candidats. Les politiques sont vraiment devenues comme une émission de télé-réalité, où on peut être influencé par les personnages. Un regard d'expatrié critique, Richard a du mal à accepter la une du Sun d'aujourd'hui. Un appel à voter conservateur avec l'appui de l'animateur vedette de télé-réalité. Des journaux qui votent, pas de quoi se réjouir. Mieux vaudrait selon lui parler des enjeux, car sans majorité, le gouvernement ne pourrait rien faire adopter. Et on risque d'arriver dans une situation vendredi matin où il y aura un parti avec un mandat assez fort pour gérer tout ça. On risque d'avoir le Parlement suspendu, comme on dit en Angleterre.
Richard n'ira pas au consulat demain. Il a perdu son droit de vote après toutes ces années passées en France. Il pense à ses compatriotes encore indécis, des millions d'électeurs que les chefs de parti tentent de séduire jusqu'à la dernière minute, notamment sur les chaînes de télé. Notre invité Philippe Turle, bonsoir, Bonsoir. Journaliste pour Sky News à Paris. Vous travaillez également pour RFI. Alors on l'a dit tout à l'heure, David Cameron est favori, mais rien n'est joué. Rien. Alors, on reste là à quelques heures de l'ouverture des bulletins de vote, donc les isoloirs, et on ne sait toujours pas qui va gagner ces élections. Bon, il y a une chose qui est sûre, c'est les conservateurs qui vont gagner le plus de votes. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir gouverner après? Ça, c'est le flou total. Alors, les dernières nouvelles en provenance de la Grande-Bretagne, c'est que en pourcentage, les conservateurs ont 35%, les travaillistes à peu près 29% et les libéraux-démocrates 26%. Mais ça ne veut rien dire sur le fait que après, c'est les conservateurs qui vont gagner. On ne sait pas. Parce que si les conservateurs n'arrivent pas à obtenir une majorité, donc plus de 326 sièges dans l'Assemblée nationale britannique, ils ne peuvent pas gouverner tout seuls. Donc il faut forger une alliance. Donc s'ils n'ont pas les 326 sièges, il y aura le Premier ministre Gordon Brown qui va rester en place. C'est ça qui est incroyable. Même s'il est troisième, il a le premier essai pour former un gouvernement. S'il n'arrive pas à former un gouvernement, il va négocier avec les libéraux-démocrates. Si ça marche toujours pas, il va démissionner. Et à ce moment-là, c'est peut-être les conservateurs qui vont vouloir essayer de former un gouvernement minoritaire avec les libéraux-démocrates. Si eux, ils n'arrivent pas à le former, rien ne marchera et il y aura de nouvelles élections. Donc pour le moment, on est là. C'est les conservateurs qui vont gagner plus de voix demain, mais c'est pas sûr que après-demain, ils vont pouvoir former un gouvernement. Il se peut que ce soit toujours Gordon Brown qui soit Premier ministre. Et donc tout est possible. Philippe Turle, tout à l'heure, le président Nicolas Sarkozy a parlé de David Cameron. Il a dit si Cameron gagne, il finira pro-européen. C'est possible, ça, un tel changement? Alors, David Cameron est de loin le moins européen des trois candidats. On l'a nettement vu. Il a fait comprendre que si jamais il est élu, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va retirer les pouvoirs à Bruxelles qu'il trouve injustes pour les remettre à Londres. Donc, Gordon Brown a tout de suite dit, c'est pas possible. Si vous avez une politique comme ça, on va retourner dans à l'époque de Margaret Thatcher dans les années 70, où il y a le siège vide, c'était une catastrophe pour les relations britanniques pour l'Europe. Donc, il y a beaucoup de Britanniques qui travaillent en Europe. On a besoin de soutenir nos relations en Europe pour ces Britanniques. Donc, il se peut que ce soit moins sévère quand même qu'il y a 30 ans. Mais je suis pas sûr que David Cameron ne va pas être plus anti-européen que ces deux autres challengers. Merci beaucoup Philippe Turle pour votre analyse et on rappelle qu'évidemment Public Sénat sera présent pour ce rendez-vous demain à partir de 22h, 1h30 avec de nombreux invités et des duplex pour suivre ces élections législatives britanniques. Merci beaucoup, c'est la fin de votre 22h et votre soirée se poursuit. Sans hésiter, le passage à la TNT. Ça a été véritablement une mutation pour notre chaîne. La découverte par beaucoup de nos concitoyens de l'existence même de cette chaîne. Et je crois que ça a été un tournant tout à fait décisif. J'espère vraiment que nous aurons, à partir de 2012, une toute autre politique. J'espère que c'est une France plus démocratique que nous aurons dans 10 ans. Hélas, avec 10 années de plus, j'espère les porter aussi bien que possible. Je serai grand-mère d'une petite fille d'à peu près 10 ans, donc voilà, c'est ça mon horizon. Public Sénat a été inventeur de formats d'émissions d'un type tout à fait nouveau. Nous avons aujourd'hui sur Public Sénat un espace de débat public beaucoup plus conséquent que ce que nous offrent les chaînes généralistes, malheureusement. C'est une chaîne qui fait une proposition originale
pour amplifier le débat public, ce qui est quand même une des conditions d'une démocratie vivante. Publicsénat.fr devient le portail de l'information politique. Dès à présent, vous pouvez suivre l'actualité politique et parlementaire en temps réel. Conversez, réagissez et participez à tous les contenus du site. Et toujours la chaîne Public Sénat en direct, 24 heures sur 24, comme l'ensemble de vos émissions en VOD, en accès gratuit et illimité. Peut-on dire des choses graves avec un grand sourire? Est-ce habile de sourire dans la défaite? Et pourquoi les politiques sourient-ils aujourd'hui plus que par le passé? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, les politiques en pleines opérations de séduction. Déshabillons-les démêle le fond de la forme en revenant sur les mots et les images qui ont marqué l'actualité. Samedi à 23h45 sur Public Sénat. Au moment où l'euro est en train de naître et provoque de grandes manœuvres dans le monde du business, notre invité, lui, il dirige l'un des plus grands groupes français, est en pleine bagarre contre LVMH pour le contrôle de la marque de luxe Gucci, bataille qu'il remporte. Mais sa première partie de carrière, c'était dans la haute fonction publique, aux côtés justement de Laurent Fabius. Alors aujourd'hui, il a monté son propre fonds d'investissement et il est considéré comme l'un des patrons parmi les plus influents de la planète économie en France. Serge Wimbert, président de Wimbert Capital Partners, c'est l'invité de Leader. Alors les fonds d'investissement, c'est toujours un peu mystérieux. Serge Wimbert, on va y venir dans la deuxième partie avec Sabine Delanglade des Échos. Immédiatement, bien sûr, l'euro est dans la tourmente grecque aujourd'hui, 10 ans après sa naissance. Est-ce que il aura vécu, comme dirait Stiglitz, le prix Nobel de l'économie? Vous êtes quand même plus confiant que lui? Écoutez, on est dans une période difficile. Parce que simplement la dette, qui était une grande bulle de dette privée, est devenue une dette publique. Et donc c'est ce phénomène-là qui aujourd'hui met l'ensemble des pays de l'Europe sur la sellette. On peut difficilement imaginer que l'euro parte en quenouille, d'abord pour des raisons pratiques. Le schéma de démantèlement de l'euro, c'est un schéma qui est difficile à penser. Mais ce qui est vrai, c'est qu'évidemment l'ensemble de la zone, qui est inégalement endetté, aujourd'hui est solidaire, et donc il y a un phénomène de contagion. On voit que, comme ce qui s'est passé au moment de la crise financière, au début de la crise financière, quand les banques américaines ont été successivement attaquées les unes